Bonjour, nous sommes le vendredi 10 novembre 2017. Je suis dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un paysage du Crotoy dans la baie de Somme. Je ne l'ai pas deviné, je viens de le demander à la réception pour vous le dire. Alors, pourquoi est-ce que je suis à Bruxelles? Parce que je suis invité par le mouvement transhumaniste pour participer au colloque Transvision. J'interviens demain en matinée pour dire ce que je pense du transhumanisme. On a eu l'amabilité de me traiter comme, voilà, comme quelqu'un de l'intérieur, comme un sympathisant, bien que je ne souscrive pas à ce mouvement. Et certaines choses qui me sont dites sont à titre confidentiel et donc je ne vous en parlerai pas. Mais comme j'ai commencé une réflexion moi-même à ce sujet, ben, je peux la continuer devant vous, en particulier à l'occasion d'un compte-rendu que j'ai fait d'un excellent livre de M. O'Connell, qui lui-même n'est pas un militant non plus du transhumanisme, mais qui a fait une enquête très approfondie, et dont le livre Man a Machine, l'homme une machine, est en train d'être traduit en français, si vous ne lisez pas l'anglais. Alors, quelques réflexions quand même sur ce transhumanisme. Il y a des mouvements qui ont lieu parce que des militants réalisent les objectifs de ce mouvement. Bon, prenons des exemples, je ne sais pas moi, la Révolution française, la Révolution d'octobre, un certain nombre de personnes sont pénétrées des objectifs d'un mouvement et réalisent ces objectifs dans la réalité par leurs actes. Dans le cas d'un mouvement comme le transhumanisme, je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce que le transhumanisme est un mouvement porté par des militants et réalisé dans la réalité par les actes de ces militants? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se passe de toute manière, c'est quelque chose qui est en train de se passer, et les militants du mouvement sont des gens qui commentent cette actualité sans avoir un véritable pouvoir sur la manière dont les choses vont se dérouler. Alors, il y a une autre manière de voir ces choses-là, c'est peut-être de se dire qu'il y a une distance énorme entre le militant de base et les personnes qui agissent véritablement. J'ai posé la question hier, en particulier de la connaissance ou non, à titre personnel, entre des militants du transhumanisme que j'ai l'occasion de voir. Et il y a des personnalités de marque de ce mouvement, M. James Hughes, M. Anders Sandberg, entre autres, qui sont là, à qui j'ai l'occasion de parler. Quelle est la distance entre le militant de base et celui qui effectue véritablement quelque chose dans la réalité de parallèle? Quelle est la distance entre M. Macron et les militants du mouvement En Marche, la République En Marche, et par exemple aussi quel est le rapport qui existe, le rapport réel qui existe entre un militant de la France insoumise et M. Mélenchon. Alors voilà, des questions que je me pose, que je poserai tout haut devant les militants demain. Je participe encore à leurs activités aujourd'hui et je participerai toute la journée à leurs activités. L'actualité internationale, la visite de M. Trump en Chine. On a déroulé le tapis rouge, c'est le minimum qu'on puisse faire, mais non, il y a bien plus que cela, c'est vraiment le traitement de luxe, de super luxe, d'un véritable ami de la République populaire de Chine, qui a lieu en ce moment. Monsieur Trump, manifestement, est mis dans la confidence. On met les petits plats dans les grands pour l'inviter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que les Chinois ont compris à qui ils avaient affaire et que c'est une personne qui fonctionne, je dirais, qui carbure à la vanité. C'est quelqu'un qui se doute dans son fort intérieur, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il essaie de faire, mais qui essaie de compenser en surface par des tas de manifestations dont nous bénéficions tous, et les Américains en particulier. Alors, comment présenter les choses? Est-ce que les Chinois sont en train véritablement de rouler dans la farine, monsieur Trump? Non, je crois qu'ils sont surtout prudents. Ils sont prudents. On ne sait jamais. Ce type, voilà,
Il parcourra peut-être la distance, il arrivera peut-être à la fin de l'année, il aura peut-être été président pendant une année, qui sait, il sera peut-être reconduit dans ses fonctions, on ne sait jamais. Donc les Chinois, voilà, ils tiennent compte des probabilités faibles, mais ils en tiennent quand même, ils en tiennent compte. Ils savent aussi que là, voilà, qu'ils sont une puissance montante et que les États-Unis sont une puissance en déclin. Et ils savent aussi que les puissances en déclin sont très dangereuses, surtout quand elles sont fort armées. Je ne fais pas allusion au fait que la population soit très armée, je veux dire, je parle des armées régulières. Le fait que la population soit très armée, on en voit tous les jours maintenant les conséquences catastrophiques. Quand est-ce que cette nation se réveillera à ce qu'elle fait? On ne sait pas. Si elle est vraiment en déclin et que c'est vraiment une chute, elle ne s'en rendra jamais compte de ce qu'elle est en train de faire. Elle va au contraire faire comme fait la NRA, la National Rifle Association, c'est-à-dire de dire si les gens étaient davantage armés, il n'y aurait pas eu tant de morts. Voilà, on n'a pas honte, on n'a pas honte. On n'a pas honte et ça nous fait, voilà, c'est une transition toute trouvée vers vers ce que j'avais envie de dire en France. Monsieur Hulot fait un peu marche arrière, enfin, fait marche arrière sur le nucléaire. On est en train de faire marche arrière aussi sur le pétrole. En France, réalisme, voilà. Alors bon, on peut dire ce qu'on veut dans les campagnes électorales. On peut être des personnalités qui disaient, dont l'image est associée à certaines choses, mais soyons réalistes. Soyons réalistes, on aura encore besoin de pétrole pendant très longtemps. Soyons réalistes, enfin tant qu'il y en aura, ce qui n'est pas l'infini. Et soyons réalistes, ben, on a du nucléaire, alors on continue avec le nucléaire, et on le rafistole jusqu'à ce que ça pète. Un jour ça pètera, on dira, bah, zut, on le savait, il y avait des lanceurs d'alerte après tout qui disaient ça. Il y avait des gens qui disaient que ça allait se passer. Pourquoi ne les écoutait-on pas? Pourquoi ne les écoutait-on pas? Sur la crise des subprimes, sur le fait que les centrales nucléaires, quand on les rafistole à l'infini, ça finit par péter, et ainsi de suite. Enfin bon. Alors, je vais terminer là-dessus. Quand je suis dans les chambres d'hôtel, je suis jamais très très long. Mon actualité personnelle. Bonne nouvelle, là, je viens de l'afficher sur le blog. 1000 exemplaires quand même vendus, ce qui est pas mal. C'est pas mal du tout pour un livre vendu en France. Les chiffres pour la Belgique sont pas encore disponibles. Sur un mois, c'est pas mal non plus, pour un livre qui n'a pas de publicité, dont personne absolument ne parle. Je ne sais pas si des journalistes ont reçu des exemplaires, mais enfin moi, il y a un certain nombre de journalistes en Belgique à qui j'ai envoyé un exemplaire PDF, en tout cas, de ce livre, et jusqu'ici, ils n'ont pas réagi. Mais au niveau des citoyens, ça bouge. Et de la RTBF, qui a fait un certain nombre de petites vidéos. Il y aura une émission d'une demi-heure, et les citoyens de base, bon, ils me demandent de venir en parler, et ce que je ferai très, très volontiers. Donc ça, c'est pas mal. Et là, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme politique. C'est une plateforme politique de gauche. Et je dis pas que la droite et la gauche c'est la même chose. Non, non, ou que ça n'existe plus. Non, non. Là, c'est la gauche. Il faut refaire des choses de gauche. Et je propose une alternative aux discours ultralibéraux qui sont au pouvoir et aux discours d'opposition qui manque beaucoup de contenu souvent, qu'on appelle populiste et qu'on devrait plutôt appeler démagogue, parce que c'est plutôt démagogue. Populiste au sens où on invoque le peuple sans savoir trop qui est le peuple et en lui faisant dire n'importe quoi. Alors, une alternative, une troisième voie de gauche. Je sais, Monsieur Blair a utilisé l'expression de third way, de troisième voie, mais c'était pas ça. Là, c'était qu'est-ce qu'il avait fait avec l'aide de Monsieur Giddens, voilà, qui était son grand penseur, qui a été un de mes collègues à Cambridge à une époque. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé que ce qu'on appelait social-démocratie devienne une variante de l'ultralibéralisme. Alors ça, c'était pas vraiment une troisième voie. Non, moi ce que je propose, c'est des choses, voilà, comme la gratuité, inscrire l'État-providence dans la Constitution, interdire la spéculation, comme on le faisait autrefois. Une taxe taxismondie, c'est-à-dire une taxe robot pour alimenter justement la gratuité, et ainsi de suite. C'est un vrai programme politique. Est-ce que ça va changer le monde d'une manière absolument radicale? Non, mais ça pourrait changer des choses au niveau où on peut le faire
par des parlements et par des élections. Voilà, je précise la chose. C'est un petit brûlot politique. Alors il y a un autre brûlot qui est sorti depuis quelques jours, là, depuis une semaine ou même de 4 jours. Ça c'est un autre brûlot, c'est au niveau des idées, c'est dans à quoi bon penser à l'heure du grand collapse. C'est les idées que j'ai proposées pour comprendre le monde autrement. Et on en pense ce qu'on veut, mais enfin c'est quand même, de toute manière, là je peux le dire, c'est quand même neuf au sens où ça nous oblige, si on veut me suivre, à poser un regard tout à fait différent sur les choses. C'est une réflexion de 45 ans, ça m'est pas venu tout de suite, c'est en réfléchissant sur une longue période, ayant, vous le savez, on reconnaît ça comme une qualité, en m'astreignant à devenir un spécialiste dans un grand nombre de choses. C'est pas impossible, hein. Les gens qui vous disent bah, si on est médecin pour la vie. Non, non, je vois des médecins qui deviennent économistes par la suite, ou philosophes et ainsi de suite. On peut le faire, on a le temps sur une vie, quand on arrive à 70 ans, on a le temps de devenir un expert, un spécialiste dans un grand nombre de choses si on y consacre le nombre d'heures nécessaires. Voilà des propositions que je fais sur la manière de voir les choses et en particulier de proposer une boîte à outils qui nous permettrait au moins de conjurer l'extinction, une espèce inventive, une espèce qui fait plein de bêtises, mais qui est une espèce inventive, pleine de ressources et qui peut retomber sur ses pattes. Alors, retomber sur ses pattes, c'est évidemment pas dire on va sortir du nucléaire et puis y rentrer depuis avec enthousiasme, ou dire on arrête le pétrole et puis le lendemain de dire bon, on le reprend. Alors là, ça c'est pas la solution. Je vais terminer sur un tout petit truc. Vive les Paradise Papers. Ma prochaine chronique dans l'Écho et dans Le Monde y sera consacrée. Il y a des gens qui ont du pouvoir et qui en tirent un bon parti, c'est-à-dire que voilà, quand les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'utilisent pas de manière stupide ou en le jetant par la fenêtre ou en spéculant avec. Il y a des gens qui utilisent ça à bon escient. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. À bientôt.